Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 29 mars 2026. On parle aujourd'hui encore de l'Iran puisque tout le monde semble pris sur ce sujet-là. C'est le sujet qui retient l'actualité internationale. On ne peut pas l'échapper, même si on a expliqué dans les Web Journaux précédents tous les fondements de la réflexion nécessaires pour comprendre ce qui est en train de se produire là-bas. On est dans une réédition de l'opération Midnight Hammer de juin dernier. Qu'est-ce qui s'était passé à Midnight Hammer? C'est-à-dire, ça fait déjà 8 ou 9 mois, les Israéliens avaient commencé à bombarder sous prétexte qu'ils voulaient détruire le nucléaire iranien. La menace, là, Netanyahou avec la bombe à l'ONU, voulait détruire le nucléaire iranien, ont commencé à bombarder pendant 12 jours, ont apparemment tué les hauts dirigeants du régime, les scientifiques, etc., qui réapparaissaient 2 semaines plus tard vivants. Ils ont commencé une œuvre de destruction. L'Iran n'a pas vraiment rappliqué. On avait tout expliqué ça la dernière fois. Le système antidéfense aérienne, de défense antiaérienne n'avait, comme dans cette fois-ci, n'avait pas été utilisé. Et à la fin, les États-Unis étaient arrivés et avaient largué quelques bombes sur Natanz et je pense un autre complexe nucléaire et avaient dit c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et là, c'était très difficile pour Netanyahou de dire non, 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 nous voulons continuer, plus que son allié américain, Israël a besoin des États-Unis, avait déclaré que c'était terminé. Et là, les gens disaient non, non, Netanyahou ne respectera pas la trêve imposée par Trump, etc., etc. Et finalement, je vais dire non, non, il ne peut pas aller contre la parole de Trump puisqu'il a besoin ils ont besoin des Américains dans la région, etc. Et là, on est 9 mois plus tard dans les négos et les Israéliens avaient toujours envie d'y aller. C'est ce que Marco Rubio a dit au début du conflit, laissant paraître le fait qu'Israël était derrière le fait que les Américains aient été tirés là-dedans. Cependant, c'est ça, on est 9 mois plus tard et je pense qu'il y a des négociations qui se déroulent entre les États-Unis et l'Iran, des négociations desquelles Israël est exclu. D'ailleurs, j'avais montré la capture d'écran. Non, c'est pas ça. Voilà ici. Donc, Netanyahou demande à la Maison-Blanche si des pourparlers secrets avec l'Iran ont lieu. Donc, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Il y a des canaux parallèles, il y a des... c'est pas par Tucker Carlson que les informations circulent. Là. Il y a des canaux directs, parallèles. On l'a montré à plusieurs reprises. Et je pense que ce qui a été convenu avec l'Iran pour terminer terminer ce bellicisme israélien et pouvoir stabiliser la région et signer les accords d'Abraham, etc., c'est la destruction d'un certain nombre de cibles en Iran, c'est-à-dire ils se sont engagés, comme je l'ai expliqué, je pense que c'est la dernière fois ou la fois d'avant, c'est-à-dire à avoir une limite sur certaines forces militaires, comme par exemple, ça c'est les demandes de la Russie en Ukraine. La Russie ne veut pas plus que X nombre de chars, pas plus que X nombre d'avions, etc. La Russie donc demande des garanties pour signer la paix avec l'Ukraine et c'est probablement la même chose ici. Et donc, ils se sont entendus sur le fait de réduire la flotte iranienne pour ouvrir le détroit d'Ormuz, etc., détruire un certain nombre de sites de l'État profond. Ça aussi, je l'ai mentionné. Et donc, il fallait procéder à cette opération pour vider le matériel et bien rassurer les Israéliens, le haut commandement, la Knesset, les colons, etc., les radicaux en Israël, bien les rassurer à l'effet que l'Iran n'est maintenant plus une menace et dire, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de changement de régime, dire oui, 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 il y a eu un changement de régime. Nous avons tué la première vague d'ayatollahs, puis après ça, nous avons tué une deuxième vague d'ayatollahs. Et là, on ne sait même plus exactement à qui on parle, nous dit Trump, mais ils savent très bien à qui ils parlent et c'est du tape à l'œil le fait. C'est-à-dire que Trump est allé en conférence de presse cette semaine dire qu'il y avait eu effectivement un changement de régime en Iran, alors qu'il n'y avait pas de changement de régime en Iran. Il n'y a pas eu de changement de régime en Iran. Trump dit qu'un changement de régime est en cours en Iran. Ça, c'est de la com politique. On va voir un peu justement comment fonctionne la com politique un petit peu plus tard, parce que le régime n'a pas été affecté.
Il y a eu, comme je l'expliquais en juin dernier, un renouvellement. Il y a eu, on a fait de la place à une nouvelle génération, mais il n'y a pas de changement fondamental de structure dans la gouvernance iranienne. Je vous montre Trump qui dit qu'il y a eu, oui, il y a eu un changement de régime. C'est comme pour apaiser des votes en guerre, là. Nous avons tout accompli, il ne reste plus de marine, il y a eu un changement de régime, etc., alors qu'il sauve, comme l'été dernier, il sauve le régime iranien. Parce que ce que les Israéliens voulaient, c'était un soulèvement populaire, c'était un soulèvement, et mettre l'ancien, le gars avec le nez, là, comment il s'appelle? L'ancien, le descendant du chat, là. Est-ce que c'est ici? Où est-ce que je l'ai mis? Ça ici. J'ai trop de petites fenêtres. Donc, ils seront fauchés. Trump a rejeté l'idée de Netanyahou d'appeler à un soulèvement en Iran. Avec un soulèvement populaire, on aurait eu un changement de régime comme on en a vu, comme ce que Israël voulait, c'est un changement de régime comme en Irak, comme en Libye, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Et donc, comprenez que ce qui se passe présentement en Iran, c'est pas du tout ce qui s'est passé, par exemple, en Irak ou avec Kadhafi en Libye, etc. Ça s'inscrit dans la continuité. Il y a un renouvellement des élites, c'est tout. Et là, je vous montre Trump, mais qui dit non, il y a eu un changement de régime. Sound like adults to me, even though they are sort of children, right? They'll always be your children. But we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? C'est du changement de régime. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Irak, etc. Ça s'inscrit dans il n'y a pas eu de changement des institutions. C'est un changement de régime comme il y en a eu au Venezuela. C'est-à-dire ils ont changé, ils changent le haut du leadership. C'est convenu d'avance. Parce qu'on le répète, on le répète encore une fois, l'Iran aurait pu couler toute la flotte américaine. Il y avait juste 4 bateaux. Il y avait un porte-avions. Au début, il y avait un porte-avions, genre un cuirassé, deux corvettes. Ça se coule en 15 minutes. Tout le monde le sait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont coulé, ils ont abattu aucun avion américain, etc. Avec des missiles hypersoniques. Là, imaginez si Trump, encore une fois, est-ce que Trump aurait pris la chance? Je ramène toujours ça parce que les gens, des fois, ont comme des hésitations, là, des objections. Est-ce que Trump, sachant qu'un porte-avions se coule en 15 minutes en envoyant 10 missiles hypersoniques sur le porte-avions, est-ce que Trump aurait fait le gamble d'être le seul président de l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale à perdre des marins, à perdre genre 2, 3 bâtiments qui coulent dans le fond du Golfe? Qu'est-ce que ça aurait fait à sa présidence? Pensez-y sérieusement, alors que c'est facile. Il n'aurait jamais joué ce gamble-là. Sachant que c'est hyper facile couler et que avec ce qu'ils ont supposément accompli, ils ont genre décapité le régime, détruit tout, etc. Normalement, l'Iran serait en droit de tout envoyer la gomme sur les porte-avions américains. Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'il y a des négociations en coulisses, comme le craint Israël. Je répète ça parce que les gens, c'est comme si ça ne frappe pas les gens. Les gens continuent à produire du matériel politique, du blabla, continue à disserter sur la guerre comme, en évitant l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente entre les États-Unis et l'Iran pour pas que l'Iran coule les porte-avions ni un avion non plus, etc., avant même que ça commence. Les gens oublient ça complètement. Okay? Il y a eu des cibles qui ont été frappées, les cibles ont été convenues. C'était, comme je l'ai expliqué, je pense que c'est dans le deuxième journal, des cibles de l'État profond en Iran. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Pete Hegseth qui dit les cibles qu'on a frappées en Iran, c'est des cibles, c'est des installations qui ont été construites avec l'argent qui a été envoyé par Barack Obama, les 4 milliards de dollars en palette de cash. C'est-à-dire, c'est du comptant. Ce que Obama a envoyé, c'est du comptant. Il y a eu d'autres fonds qui ont été envoyés, mais il y a eu 4 milliards en cash, de dollars US en cash, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir où est allé l'argent. Il y a eu des rétrocommissions qui ont été payées à des Européens avec ça. C'est un des...
dans le web journal de 2018, où j'en parle, on voit le vice-premier, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran qui dit ça. Si les Européens continuent sur cette voie-là, on va nommer les noms qu'on a payés avec les rétrocommissions de cet argent-là. Il faut retourner en arrière dans les web journaux, là, j'ai la capture d'écran. Mais cet argent-là a été utilisé pour construire des sites clandestins. Des sites clandestins, on ne voit pas comment l'argent est dépensé, etc., etc. Et ce sont ces sites-là, les sites, comme je l'avais expliqué, des sites de l'État profond, des sites noirs, des black sites, qui ont été frappés par les Américains, qui ont été détruits, entre autres. Il y a d'autres choses aussi, là, mais entre autres. Je vous montre Hexet sur cela, justement. Et merci à... Je pense que c'est Hello Traduction ou Vanessa qui nous ont fait ça, genre presque instantanément, genre à 1 heure du web journal. Networks that we know. Many of the Iranian military factories and bases that we're systematically destroying were paid for by the pallets of American cash that Barack Obama flew into Tehran under the Iran deal. You might call it an inconvenient truth. Iran took our money and turned it into weapons and bunkers and ammo. And now we're destroying those weapons. Donc, ils détruisent les sites qui ont été payés, qui ont été construits avec l'argent, le cash envoyé par Barack Obama, etc. Donc, c'est ce que je vous expliquais il y a à peu près 2 web journaux quand je disais qu'ils frappaient des sites. Comme en Syrie. En Syrie, il s'est passé la même chose. Il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que les États-Unis ont frappé à quelques reprises Assad. Là, tout le monde disait, il n'y avait pas de changement de régime. Ça, c'était durant le premier mandat de Trump. Tout le monde disait, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Je pense que je l'ai à quelque part ici, là, le début. Je ne vais pas me perdre, je ne vais pas perdre le fil de ma pensée, là, mais... En tout cas, je ne l'ai pas. Ah, si, oui. Ben, tu sais, c'est ça ici, ça c'est quand, ça c'était il y a 8 ans, Troisième Guerre mondiale, les frappes en Syrie, tout le monde parlait déjà de Troisième Guerre mondiale à cette époque-là. Je savais exactement qu'est-ce qui allait se passer avec Trump, c'était des frappes tape à l'œil. Les Syriens avaient été avertis à l'avance, comme les Iraniens qui ont été avertis à l'avance. Les sites étaient convenus, exactement comme présentement, c'est ça, c'est les sites qui ont été payés avec l'argent, le cash de Barack Obama. Les cibles, la Navy, etc., ça a été convenu. Et c'est ça, donc frappe aérienne, on avertit d'avance, ce sont des sites convenus. Et j'avais dit, justement, j'expliquais dans ce web journal-là, c'était pas des web journaux à l'époque, qu'on frappait aussi des cibles de l'État profond en Syrie. Il y avait aussi des sites clandestins qui étaient frappés par les Américains. Sous couvert de frapper Assad, là, on frappait genre loin dans le désert un site de l'État profond, un truc enfoui, etc., etc. Okay? Donc, c'est le même pattern ici, c'est qui est utilisé ici. Donc, on est dans la continuité de Midnight Hammer, c'est-à-dire qu'Israël veut un truc complet, les États-Unis s'interposent, négocient en coulisses avec l'Iran, puis permettent finalement de sauver le régime. Non, il n'y aura pas de changement de régime au sens où le veut Israël, c'est-à-dire on renverse complètement le régime des ayatollahs, puis on met le Pavlani ou quelque chose comme ça. On fait une espèce de régime, une démocratie libérale. Il n'y a pas ça. Mais et là, il y a comme le double discours de Trump qui dit oui, on a eu un changement de régime, mais vous voyez bien qu'il dit il y a eu un changement de régime alors qu'il sauve le régime. Et donc, on est exactement dans le même pattern. C'est ce que je veux véhiculer dans ce premier segment-là, que ça fait déjà comme 10 minutes, là. C'est qu'on est exactement dans le même pattern que Midnight Hammer l'été dernier. Les Israéliens veulent aller beaucoup plus loin. Je suis nerveux aujourd'hui, je déparle. Les Israéliens veulent aller beaucoup plus loin dans la transformation, dans l'attaque, dans le changement de régime, etc., etc. Les États-Unis arrivent, ayant négocié déjà avec l'Iran, s'entendent sur un certain nombre de trucs et disent finalement c'est terminé, c'est terminé. Et je vous disais, pas la vie, merci. Et je vous disais, la semaine dernière, je dis, on est en train de rentrer dans la phase de négociation, et c'est ça qu'on voit présentement, on est entré dans la phase de négociation. Toute la semaine, ça a été clair qu'on était dans la phase de négociation, mais il y a eu comme des oui, non, des va-et-vient, genre l'Iran publie un démenti, etc. Mais là, aujourd'hui, juste avant d'entrer en onde, ici, c'est le Pakistan affirme ça c'est Associated Press, le Pakistan affirme qu'il accueillera les pourparlers américano-iraniens, tandis que l'Iran avertit que les troupes terrestres américaines seraient
incendié. Donc, il y a effectivement des pourparlers. Trump n'a pas menti. C'est le truc de Trump dit qu'il y a des pourparlers, l'Iran dit non, etc. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. Il s'est passé exactement ça avec Kim Jong-un. Je l'ai expliqué dans le théâtre Trump-Kim, où Trump était censé avoir un sommet avec Kim Jong-un. Et là, finalement, Kim Jong-un avait publié un truc où est-ce qu'il disait Mike Pence est un petit chien de poche de Donald Trump, n'est pas fiable, etc. L'administration Trump affirme que la Corée du Nord a annulé sa rencontre avec Pence. Et il y avait cette espèce de chicane entre Trump et Kim Jong-un. Ici, New York Times, la lettre de Trump à Kim annulant le sommet de la Corée du Nord. Il a annulé le sommet. Et là, il y avait comme... C'était une fausse chicane, OK? Encore une fois, c'était tout convenu d'avance avec la Corée du Nord. Et il y avait même, comment il s'appelle, Raymond Saint-Pierre, l'ancien envoyé de Radio-Canada, à Pékin, qui disait les deux, Trump et Kim, sont des narcissiques. Et donc, c'était certain que le sommet allait être annulé. Là, prenant le contre-pied de Raymond Saint-Pierre, je dis dans ce web journal-là, je fais la prédiction, je dis non, le sommet va avoir lieu, va tout de même avoir lieu, probablement au même endroit et au même moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le sommet a eu lieu au même endroit, au même moment. Et donc, toute cette histoire de... il y a des négociations, il n'y a pas de négociations, il y a comme il y a un sommet, il n'y a pas de sommet, Mike Pence est un traître, Trump refuse, et finalement, ça se règle à l'amiable. C'est de la communication de guerre, c'est-à-dire on veut laisser le flou, etc. On voit le même genre de discours, on a vu le même genre de discours, j'en ai déjà parlé, avec les Israéliens, notamment avec les otages détenus par le Hamas quand ils étaient relâchés. Certains disaient « nous avons été violés », etc. D'autres disaient « nous avons été traités genre parfaitement bien ». Ils étaient exemplaires, ils embrassaient leurs captifs, les personnes qui les détenaient. Même chose avec... et donc, les politiques, ça sert à rien ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de se prendre les cheveux sur les déclarations politiques dans ce genre de situation-là, puisque c'est une stratégie politique bien connue de dire une chose et son contraire pour confondre les gens, pour qu'il n'y ait aucune analyse sérieuse de la situation et pour qu'on puisse faire ce qu'on veut en coulisses. Vous devez comprendre ça. Même chose avec le 7 octobre, on nous disait finalement, il y a eu comme 18 versions de qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Finalement, c'était les hélicoptères israéliens qui avaient tiré sur le festival. C'est de la grosse bullshit, ça. Et puis, mais il y a eu un moment où est-ce qu'on vous a fait croire que c'était les parachutes. Rappelez-vous, là, les parachutistes gazaouis là, qui sont partis en espèce de petits trucs comme ça, là, et puis ils n'ont pas été arrêtés par personne, et puis ils ont essayé la première fois, c'est-à-dire c'est la première fois qu'ils embarquent. S'ils avaient fait ça à Gaza, on les aurait vus, hein, Israël surveille tout à Gaza, fait qu'on les aurait vus embarquer dans ces trucs-là, et donc les personnes qui supposément ont embarqué là-dedans auraient fait ça pour la première fois, auraient été capables de... Mais les gens bouffent ce genre de trucs-là. Et donc, les versions contradictoires, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est donc, l'Iran dit ici qu'il a al-Arabiya en anglais. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dit que finalement, l'ayatollah a permis les négociations. Mais après ça, c'est l'Iran dément. Aucune négociation n'a été acceptée. Et puis là, il y a eu la trame narrative de Trump essaie de manipuler les marchés sans aucune preuve. Là, évidemment, il y a eu des transactions extrêmement fortuites, mais je veux dire chanceuses, mais il n'y a rien qui mène à Trump. C'est peut-être même les Israéliens qui ont fait ça. Si quelqu'un dans l'entourage de Trump ou lié à Trump avait fait 600 millions de dollars en 10 minutes, eh bien, ça se saurait tout de suite. Là, il y a aucun président qui voudrait être associé à ce genre de scandale-là. Mais les gens sont partis avec ça. C'est comme on fait flèche de tout bois contre Trump. Et donc, vous voyez ça ici, c'est ça, c'est une chose et son contraire. Trump dit qu'un changement de régime est en cours en Iran. Et puis... donc, ça c'est la communication politique. Soyez dans ce genre de situation-là, ne soyez jamais surpris de voir deux discours complètement séparés. Ici, c'est Idriss Aberkan qui
qui s'en désole. Dans la même heure, j'ai une dépêche qui annonce que J.D. Vance confirme la poursuite de la guerre en Iran et une autre où il déclare que les USA se désengageront bientôt. La même heure. Dans la même heure, on continue puis on se désengage. On continue puis on se désengage, etc. Donc, ce genre de truc-là, on le voit partout. On l'a vu avec Kim Jong-un, on l'a vu à... C'est normal, OK? C'est de la communication politique en temps de guerre. Maintenant... donc, on entre maintenant dans la phase des négociations. On n'est plus dans la phase des destructions, on est dans la phase des négociations, comme je l'expliquais. Et vous voyez ici, il y a des troupes apparemment qui sont déployées là-bas, mais vous comprenez qu'à genre 2000 et 5000, il n'y a rien qu'on peut faire contre l'Iran avec ça. La Russie a plus d'un demi-million de soldats sur le front du Donbass et ça avance quand même péniblement. Ça dépend des fois. Là, en été, ça avance plus vite, mais en hiver, c'est au ralenti et c'est pas. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait avec 7000 soldats? Probablement pas grand-chose. La seule chose qu'on pourrait voir, c'est un débarquement sur l'île de Karg, comme le dit ici, comment il s'appelle déjà là? Joe Kent, mais il dit qu'une opération sur l'île de Karg serait un désastre. Ça serait effectivement un désastre parce qu'on pourrait faire sauter, on pourrait genre, l'île est petite et inonder l'île de missiles et détruire tous les Marines qui débarquent là-bas. Cependant, je vais ouvrir la porte, la prise de cette île-là serait possible si ça a été convenu encore une fois en avance avec l'Iran et Trump revendique la victoire et affirme que l'Iran offre une récompense dans les négociations, ce que l'Iran a démenti. Il a dit, je pense que c'était quelque chose lié au pétrole. Et donc, ça se peut qu'ils lui ont dit, prenez l'île de Karg, etc. Mais encore une fois, c'est comme les bateaux, c'est comme les avions, etc. C'est des troupes qui débarqueraient sur l'île de Karg sans autorisation préalable de l'Iran se feraient anéantir. L'Iran le dit ici, donc elle serait incinérée. C'est ce que Joe Kent lui aussi dit, c'est pas faisable. Mais encore une fois, stop, c'est faisable s'il y a eu une entente avec l'Iran. Et là, disent pas, les gens vont dire boots on the ground, tu sais, mais si c'est convenu avec l'Iran, c'est possible. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, je pense que j'ai d'autres choses à dire, mais je reviendrai là-dessus plus tard. On est en train de voir un changement géopolitique majeur, le plus gros changement géopolitique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'extension de l'Empire américain avec l'OTAN, etc., etc. Et là, on voit le plus gros réalignement de troupes, de forces depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient, et commence à se retirer de l'Europe aussi. Et ça, c'est majeur. Et là, il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre parce que ça a été expliqué dans toutes sortes de documents et de discours que les États-Unis veulent se retirer de l'Europe, qu'ils vont transiger non plus avec l'Europe en tant que bloc, mais seulement avec des pays sur le principe des ententes à la carte bilatérales. Et c'est ce qu'ils font avec, par exemple, la Pologne, la Hongrie, puis ils laissent complètement faire l'Europe en tant que bloc, surtout l'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et ils signent des ententes de gré à gré avec des pays individuellement, même des contrats de défense, des contrats d'achat d'armement, etc. Et les commentateurs font semblant de ne pas voir que tout ça, comme Asselineau, font semblant, présentent ça comme des défaites américaines, alors que ça a été présenté, ça a été annoncé par Trump dans son premier mandat. C'est le principe d'America First, c'est dans tous les documents. Ce réalignement mondial des forces américaines, le retrait pour non plus s'engager dans des dépenses militaires insensées, mais plutôt dépenser l'argent sur le progrès social économique. C'est ça qu'on veut, hein? On veut du progrès social économique. Mais les gens présentent ça comme Asselineau, tout ça comme des défaites. Oui. Donc, et là, allons-y tout de suite avec le retrait de l'OTAN. C'est bizarre que les gens ne comprennent pas, alors que c'est énoncé clairement dans les documents, puis on est comme les seuls à dire. Les gens font semblant de ne pas comprendre.
Les gens disent Alexis, la ligne QAnon, etc. C'est pas la ligne QAnon à Radio-Québec, c'est la ligne de ce qui est écrit dans les documents américains, puis ce qu'on voit avec nos yeux, puis les discours de Trump, puis des. C'est pas la ligne QAnon, là. Quand on voit qu'il n'y a aucun bateau qui a été coulé, que l'antiaérien n'a pas été activé, qu'il semble y avoir une entente pour sauver le régime, et c'est pas la ligne QAnon, ça. C'est juste de l'observation. OK? Et donc, c'est la même chose. Et les gens font semblant de ne pas comprendre, on dirait. Genre, sont sur un logiciel vraiment étrange, là. Donc, par exemple, quand Trump a fait son appel à l'aide à l'OTAN dans le détroit d'Ormuz, et personne n'a répondu à l'appel, tout le monde s'est moqué de Trump, n'est-ce pas? Tout le monde s'est moqué de Trump. Or, qu'est-ce que ça permet à Trump de faire? C'est pas une défaite, encore une fois. Qu'est-ce que ça permet à Trump de faire? Ça permet à Trump, comme je l'ai expliqué, de sortir les troupes de la région et aussi de dire, parce qu'il faut toujours une raison pour faire les choses en politique, ça lui permet de dire, maintenant, on n'a plus de raison, étant donné que les Européens ne nous ont pas aidés dans le Golfe Persique, on n'a plus de raison d'aider les Européens en Ukraine. Et donc, on peut y aller avec un rapprochement avec la Russie, puisque l'Ukraine, c'est plus notre affaire. Comprenez-vous un peu comment ça fonctionne, le jeu d'échecs géopolitique mondial? C'est pas les teams premier degré, là. Trump est dans la merde. Il s'est placé dans une situation intenable dans le Golfe Persique et là, il est obligé de faire appel à l'aide et personne ne vient à son... Ils vont devoir quitter la région, la queue entre les jambes. Ils sont absolument... Trump veut quitter la région et le fait en plus de ça, le fait d'appeler les Européens à l'aide et que le fait que les Européens ne viennent pas, ça lui donne une excellente raison de se désengager de l'Ukraine sans nécessairement avoir l'air de rompre ses engagements ou de négliger ses alliés, puisque c'est l'effet miroir, on l'a déjà expliqué, ses alliés lui ont déjà fait le coup à lui et c'est ce que Marco Rubio explique, justement, que le fait que les alliés ne soient pas venus à l'aide dans le Golfe Persique, ça permet aux États-Unis de se désengager de l'Ukraine et de donner beaucoup moins d'argent à l'OTAN. Mr. Secretary, are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? That, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. So it'll be something to examine. The president will have to take into account. Donc, les Européens ont dit, le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz, etc., ce n'est pas notre guerre. Mais là, lui dit, non, dans ce cas-là, l'Ukraine non plus, ce n'est pas notre guerre aux Américains. Et ça permet donc aux Américains, ça leur donne une justification, sans perdre la face, pour se désengager de l'Ukraine, donner moins d'argent. C'est ce que Trump veut. Et il y a un timing avec ça, parce qu'il y a des révélations maintenant qui sortent à l'effet que l'Ukraine se soit engagée contre Donald Trump dans les élections de 2024, de 2022, 2023, 2024. L'Ukraine et Zelensky en personne ont blanchi de l'argent, ils ont reçu de l'argent des pays occidentaux et une partie de cet argent-là a été recyclé et envoyé aux États-Unis pour la campagne de Kamala Harris, dans le camp Joe Biden, Kamala Harris, pour battre Donald Trump. Et ça, les informations viennent directement de la NSA et c'est John Solomon qui a eu l'exclusivité de ça. Je vous montre ça tout de suite. The United States government, the National Security Agency, intercepted conversations of President Zelensky's government in Ukraine in 2022, late 2022, conspiring with federal workers at the USAID to come up with a plan to take $200 million of USAID money. That is your money, folks, taxpayer money, route it through a series of transactions, move it into the United States, and launder it into Joe Biden's 2024 campaign and the Democratic National Committee. We have the intercepts for the first time. Tulsi Gabbard's team was willing to declassify them. There is now an Donc, Tulsi Gabbard a intercepté des communications personnelles de Zelensky où il envoie de l'argent, il blanchit de l'argent en Ukraine et envoie l'argent aux États-Unis pour battre la campagne Trump. Et voyez donc, est-ce que vous voyez le timing et le cui bono ici? C'est-à-dire que les États-Unis ont fait appel
aux alliés européens dans le Golfe Persique. « Ah, on est mal pris, etc. S'il vous plaît, aidez-nous! » Et là, les Européens ont dit non, restez dans votre merde. Et là, tout de suite, les Américains disent « OK, très bien, maintenant, on peut se désengager de l'Ukraine. » Et en même temps, tu as ce truc-là qui sort sur Zelensky. Voyez-vous comment c'est déclassifié maintenant, là, ça sort maintenant. Donc, c'est ça, c'est la même semaine. Et c'est la même semaine où si la Russie dit être prête à approfondir ses relations avec les États-Unis aussi rapidement que Washington le souhaite. Voyez-vous, l'alliance Trump-Poutine. Et donc, c'est la même chose ici, c'est l'agence TASS, Peskov, le porte-parole du Kremlin. La Russie est prête à développer ses relations avec les États-Unis aussi profondément et aussi rapidement que les Américains le souhaitent, a déclaré Peskov à l'agence TASS. Et donc, ça arrive, les États-Unis veulent basculer, laisser faire la vieille Europe mondialiste qui, la prise en étau, je l'ai déjà expliqué, là, d'un côté la Russie, de l'autre côté les États-Unis, ils contournent ça, ils vont faire affaire directement avec la Russie, ils vont avoir des ententes commerciales, des ententes énergétiques avec la Russie, etc. D'ailleurs, l'Iran permet justement ça, c'est-à-dire que la montée des prix du pétrole a permis à Trump de lever les sanctions sur l'énergie russe. Vous voyez comment c'est un jeu d'échecs et les mulots de l'info qui ne sont pas capables de voir que Trump joue un jeu très, très, très avancé avec les meilleurs joueurs d'échecs au monde, les gens avec un quotient très, très, très élevé. Comme il le disait, je le montrais dans le clip la dernière fois, là. Hop, hop, hop. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe présentement. C'est dommage pour des personnes comme Asselineau, qui a été genre bon sur beaucoup de choses, mais qui est complètement à côté de la plaque sur Trump et qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, le détroit d'Ormuz, c'est une pierre, trois coups. On règle la question de la stabilité dans la région. Israël n'a plus de raison d'attaquer. C'est exactement comme Midnight Hammer. On sauve le régime. On s'entend sur une réduction des effectifs militaires. On détruit les sites de l'État profond. En Iran, ils ont accepté ça. C'est convenu entre les deux. C'est convenu entre les deux. Si vous dites que c'est pas convenu, vous n'êtes pas capable d'expliquer rien. Il y a la gang là, qui pense qu'il y a une réelle guerre, sont pas capables d'expliquer Ils sont pris avec un éléphant dans la pièce, de l'absence complète de perte de bateaux américains, avions, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça m'énerve de voir les gens continuer à parler comme si, hey, comme si le sujet n'existait pas. Hey! Ça allume pas quelque part. C'est comme s'ils prenaient les images, ils voient des explosions, puis là, c'est comme... Ils sont pas capables, ça court-circuite l'analyse. Mais donc, c'est ça, il stabilise le conflit dans le Golfe Persique, va stabiliser la région, va faire en sorte que, comme lors de Midnight Hammer, finalement, il n'y aura pas de changement de régime. Puis finalement, oui, il y a des négociations en coulisses entre Trump et les Iraniens et le régime va être sauvé, accepter une réduction d'effectifs, etc. Il peut lever les sanctions sur le pétrole russe et se désengager de la guerre en Ukraine parce qu'ils ne sont pas venus l'aider. Voyez-vous, ça, c'est comme du 3D chess, mais il y a comme plein de personnes qui ne comprennent rien, qui ne sont pas capables de penser à plusieurs niveaux. En fait, il y a plein de personnes. C'est pas juste plein de personnes, c'est quasiment la totalité des gens. Puis ça, c'est des habitudes de pensée. Hein. À Radio-Québec, il n'y a pas juste du contenu dans le genre « il s'est passé telle chose », il l'a fait pour telle raison. Il n'y a pas juste ce genre de... Mais il y a aussi des habitudes de réflexion, c'est-à-dire penser à plusieurs... être capable de penser sur 2-3 tableaux simultanément. Et les gens, dans les commentaires, souvent je vois ça, les gens qui écoutent Radio-Québec sont capables de penser à plusieurs niveaux, alors que tu lis les commentaires sur X ou sur d'autres plateformes de gens qui n'écoutent pas Radio-Québec, c'est pas cro-magnonesque, je veux pas être méchant, mais c'est comme, c'est extrêmement premier degré, puis c'est comme... en tout cas, tout ça pour dire que la question est, l'appel à l'aide était-il réellement un appel à l'aide? On le voit par la suite. Alors que, on l'a montré, Trump veut se désengager. Là, il dit, là, c'est Rubio qui dit qu'il va se désengager de l'OTAN. Il va se désengager de l'Ukraine. Mais on montrait dans le dernier Web Journal ici, les États-Unis annoncent un premier retrait d'officiers des structures de l'OTAN. Ça, c'était au mois de janvier. Après ça, ici, on a eu ça ici. Ça, c'était au mois de février, un mois plus tard. Les États-Unis signalent un retrait militaire limité d'Europe.
Tu peux pas dire d'un seul coup. Vous comprenez, ça doit toujours être graduel et il doit toujours y avoir une bonne raison pour le faire. On est en diplomatie internationale. C'est le plus grand, c'est le plus haut niveau politique possible. C'est la diplomatie internationale, c'est le plus haut niveau de réflexion politique possible. C'est la domination mondiale. Tu manques ton coup sur la scène internationale, tu es rayé de la carte, tu deviens comme la France, comme genre une puissance qui décline, qui décline, qui décline, qui décline. C'est l'endroit où tu ne peux pas merder la diplomatie internationale. C'est l'endroit où tu dois mettre tes meilleures ressources. OK? Et c'est ça que les États-Unis font. Et donc, c'est pour ça que c'est ça. Les choses sont bien pensées. Les responsables européens craignent que le président Donald Trump ne rappelle des dizaines de milliers de soldats américains afin d'inciter les pays à accroître leurs dépenses de défense. Le Pentagone concentrant ses efforts sur l'hémisphère occidental. Cependant, les responsables à Washington affirment désormais que tout retrait serait limité. Ça serait quand même... Mais on est dans une logique de retrait des États-Unis de l'Europe. Et là, c'est tombé hier ou avant-hier. Trump envisage de retirer les troupes américaines d'Allemagne, selon un rapport. Alors, et donc, allez, la base de Ramstein, on vide, on évacue ça. On n'a plus besoin d'avoir des troupes en Allemagne. Il n'y a plus de guerre froide. Il veut le rapprochement avec Poutine. Pourquoi on a des troupes en Allemagne? Je dis, eux, là. Pourquoi les États-Unis se disent pourquoi on a des troupes en Allemagne? On veut un rapprochement avec la Russie. Ça ne sert à rien de dépenser des milliards et des milliards et des milliards de dollars sur des infrastructures militaires, des bases partout dans le monde, alors qu'on pourrait créer de l'emploi pour, par exemple, la communauté noire dans les villes américaines, ce genre de trucs comme ça. Ouais. C'est comme ça que Trump pense. Et là, ici, on a l'AfD exige le départ des troupes américaines d'Allemagne. Là, tu sais, t'as genre Asselineau qui va dire, je m'excuse, je tape un peu dessus aujourd'hui, là, parce qu'il est premier degré en maudit, lui, puis c'est à se poser des questions, là. Et donc, l'AfD exige le départ des troupes américaines. Et là, c'est comme, merde, et là, pensez-y encore une fois, est-ce que c'est une défaite pour les Américains? Est-ce que Asselineau va nous dire que c'est une gifle aux Américains? Ou est-ce que l'AfD fait exactement le jeu des Américains? L'AfD exige le départ des troupes américaines. Trump veut retirer les troupes américaines d'Allemagne selon un rapport. Ça, c'était aujourd'hui, Telegraph, aujourd'hui, le 29 mars, ici, l'AfD exige. Et le rapport, lui, date de plusieurs semaines déjà. Donc, les États-Unis voulaient quitter. Et là, l'AfD exige qu'il quitte. Est-ce que c'est une gifle ou c'est un cadeau? C'est un cadeau, évidemment, mais les mulots de l'info vont vous dire que c'est une gifle. Ceux qui pensent toujours au premier degré, qui n'ont rien compris à la façon dont la politique internationale se déroule, ils vont, comment on dit, pavaner ou pavoiser. On faire le pan là, avec... Tu vois, on vous avait dit que les États-Unis étaient fichus, ils se font sortir de l'Europe, etc. Joe, c'est ça qu'ils veulent. Et donc, voilà, donc c'est ça. Et ça s'inscrit, encore une fois, donc rapprochement avec la Russie. Et là, il y a la congressiste Anna Polina-Luna, qui, elle, a une fonction aussi. Elle aussi, elle a une fonction comme Thomas Massie, comme Marjorie Taylor Greene, etc. Ce n'est pas une fonction de fausse chicane, mais c'est une fonction de créer des ponts. Elle sort plein de trucs intéressants. Elle aussi, c'est une qu'on doit suivre. Il y a Thomas Massie, Anna Polina-Luna, il y a Rand Paul probablement, Marjorie Taylor Greene. Elle a invité des représentants de la Douma russe au Congrès américain, tu vois. Et là, c'est Kirill Dmitriev qui rencontre Anna Polina-Luna avec un bouquet de fleurs. C'est l'amitié américano-russe. Là, comprenez-vous que tout le truc avec l'OTAN, il veut sortir de l'OTAN. Pourquoi? Comprenez-vous, genre, je vous montre le clip en premier, là. Un autre cas de clip. Non, voilà. Ça, c'est les députés russes de la Douma russe qui vont au Congrès américain. Les bouquets de fleurs offerts, etc. Et là, encore une fois, les États-Unis
Faites, comme on dit, du reverse engineer, là. Prenez ça, prenez les déclarations de Peskov sur les liens entre la Russie et les États-Unis, prenez le fait que Trump a levé les sanctions sur la Russie. Envoyez donc ce clip-là à Xavier Moreau là, pour qu'il allume un peu. Là. Et après ça, prenez les déclarations de Marco Rubio sur le retrait américain. Ils n'ont plus de raison, étant donné que les Européens n'ont pas aidé dans le Golfe, ils n'ont plus de raison d'aider les Européens en Ukraine. Et après ça, continuer à reculer jusqu'à l'appel à l'aide des Américains dans le Golfe Persique qui agonisaient, qui avaient mal calculé leur truc. Qui a mal calculé? Qui est un mulot de l'info? Qui ne comprend rien à rien à la politique internationale? C'est vraiment désolant. Idriss Aberkan, comme sur la ligne premier degré. Je ne vais pas rentrer dans Idriss Aberkan aujourd'hui. J'ai un truc sur un petit peu plus tard, mais les Asselineau aussi, genre, comment ils ne peuvent ne pas voir ça? Hein? Et après ça, l'AFD qui demande le retrait des troupes. Mettez ça, ayez cette vision d'ensemble, là. Et vous voyez donc que tout ça s'inscrit dans un plan de reconfiguration complète du grand échiquier mondial, la plus grande réorganisation géostratégique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu cette entente, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, après ça, il y a eu la guerre froide, et avec le mur de Berlin, le rideau de fer, etc. Et après, quand le mur de Berlin est tombé, là, il y a eu, rappelez-vous, quand il y a eu cette entente entre, c'était Gorbatchev et les Américains qui disaient il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN à l'Est. Et c'était censé être l'amitié américano-russe, mais finalement, les Américains ont été traîtres là-dedans. Ils sont rentrés, il y a eu 3 phases d'expansion de l'OTAN. Ils sont arrivés jusqu'en Ukraine. C'était la stratégie de Brzezinski, du Grand Chessboard, justement, d'isoler la Russie, d'avoir des bases partout autour de la Russie, puis d'un conflit stratégique avec la Russie, etc., etc. Et donc, il n'y a jamais eu cette promesse de l'amitié américano-russe, de la chute du mur de Berlin, ne s'est jamais concrétisée parce que on a trompé la Russie. Notre État profond, les salopards de l'Occident, ceux qui ont vendu Kadhafi, qui ont poignardé Assad dans le dos, etc., Saddam Hussein et tout, ces mêmes salopards de l'État profond occidental ont fait le même coup à la Russie, un croc en jambe à la Russie, et donc ça ne s'est jamais concrétisé. Et là, ce qu'on voit, c'est un réel repositionnement stratégique mondial avec la fin de l'USAID. Parce que les fonds Zelensky, là, pour battre Trump, c'est par le USAID que c'est venu. Donc, ils ont fermé le USAID, c'est réduction de la fermeture des bases, etc. Réelle amitié franco-russe, Et on a réellement la promesse de la chute du mur de Berlin. Tu sais, avec, j'aurais dû avoir le clip, là, Scorpions, là, Wind of Change. Take me to the na-na-na. Je ne vais pas le faire. Je suis vraiment mauvais. Mais vous connaissez la chanson, hein? Et, tu sais, moi, j'étais là à l'époque, il y avait réellement la chute du mur de Berlin. Waouh, tu sais, c'était comme... là, on est exactement dans ce moment-là, mais il y a comme des trucs à... Tu sais, c'est compliqué à faire, là. On a un État profond à démanteler, mais c'est ce qu'il est en train de faire en Iran. OK? Donc, est-ce que ce sont réellement des gifles aux États-Unis ou bien ça fait exactement ce que les Américains veulent? Qui est un mulot de l'info? OK? Donc, là, je vous avais dit justement, et il y a Viktor Orban qui abonde dans le même sens. Hein, il dit la Hongrie dévoile, c'est pas juste la NSA et Tulsi Gabbard qui ont les conversations de Zelensky, c'est Orban qui lui-même dit. Zelensky a envoyé des milliards pour aider Kamala Harris à remporter l'élection américaine. La Hongrie vient de faire une révélation fracassante, il le dit en entrevue, là, en révélé. Et là, donc, pensez, ça, c'est le croc en jambe à Zelensky pour le faire tomber et retirer l'implication américaine en Ukraine. Et sans les États-Unis, la guerre ne durera pas longtemps, là, vous comprenez? Il a révélé que Zelensky a transféré des milliards de dollars ukrainiens vers l'Occident via la Hongrie. Ben oui, c'est passé par la Hongrie, c'est pour ça qu'il le sait.
Le but, financer secrètement Kamala Harris et la campagne démocrate aux États-Unis contre Trump. Donc, Zelensky, le salopard, a fait un croc en jambe à Trump. Pensez-vous maintenant que Trump va vouloir aider Zelensky? Non. Mais pourquoi ils sortent l'information maintenant? Il y a un timing pour tout ça. Tout ça est bien planifié. Il y a un timing. Ça coïncide avec le fait que les Européens n'ont pas aidé dans le Golfe, etc. Et là, tu peux te retirer. Vous voyez, encore une fois, c'est une question de timing et de cui bono. Ce que les mulots de l'info ne comprennent pas. Hein? Donc, Zelensky a utilisé de l'argent destiné à l'Ukraine pour interférer dans les élections américaines. Et là, c'est Trump qui retweet ça sur son Truth Social. Les États-Unis ont intercepté des messages du gouvernement ukrainien évoquant un complot visant à financer la réélection de Biden, c'est-à-dire Kamala Harris, avant qu'il ne se désiste, là, Biden, parce qu'il était censé être le candidat jusqu'à temps qu'on l'écarte, là, après le premier débat, on a tout couvert ça. Et donc, voyez-vous comment c'est... le fait d'être patient et d'être intelligent nous permet de bien comprendre ce qui se passe et tout a comme un sens. C'est pas, il y a rien qui est fait au hasard. Les gens disent il s'est trompé. Ne peux-tu pas imaginer qu'il s'est trompé, Alexis? Ouais, oui, je peux imaginer qu'il se trompe, mais ça arrive pas souvent. C'est juste ça l'affaire. Si tu comprends, si tu vois pas là, si t'es borné, puis tu t'es comme ouais, il s'est trompé. Il n'aurait pas dû aller dans le golfe Persique. Il s'est complètement fourvoyé et puis ils sont pris dans la merde. Ou bien tu peux comprendre que c'est un jeu d'échecs à très haut niveau puis qu'ils obtiennent, ils sont en train d'obtenir tout ce qu'ils veulent, finalement. Okay? Donc, ça, c'est pour la Hongrie maintenant. Il y a des gens qui disent « Ah, Trump est dans la merde aussi. Les MAGA abandonnent Donald Trump. » Les médias disent ça, hein, genre le mouvement MAGA est en train d'abandonner Donald Trump, etc. Or, il n'y a absolument aucune incidence. La guerre sur l'Iran, la guerre entre guillemets, là, les opérations en Iran n'ont absolument aucune incidence sur la base MAGA qui approuve Trump, selon CNN, à 100%. C'est presque stalinien. Tu sais, le grand timonier, là, genre Mao... Staline, Kim Jong-un rêve d'avoir... Même Kim Jong-un n'a pas 100%. Et là, c'est vrai que c'est peut-être finalement, je sais ça, comme un leader autoritaire qui obtient 100% d'appui de sa base. Je devrais pas rire, ils vont faire des clips de ça. Yeah, you know, sometimes you look at the polling data and there are numbers that just jump off the screen at you, and this is one of those. Because just take a look here. MAGA GOP view of Trump. Approve 100%. 100%. If you are a member of MAGA and the GOP, you approve of Donald John Trump. 0% say that they disapprove. You don't have to be... Ça, c'est CNN, mais je peux même pas croire que c'est vrai. Je veux dire, ça doit être organisé. Ça peut pas être vrai. Donc, vous voyez, ce que Joe Kent, la sortie de Joe Kent n'a absolument aucun incident. Contrairement à ce que, encore une fois, des personnes comme Asselineau, Aberkan, etc., essaient de nous faire croire, genre, le mouvement est fini, Trump est fini, les MAGA se retournent contre lui, etc. C'est zéro. Dans les personnes qui suivent l'actualité, il y a probablement un méchant paquet de personnes qui sait que les supposés retournements comme Joe Kent, Tucker Carlson, etc., ne sont pas des retournements, mais font partie d'une stratégie de double discours. Parce que ce que je viens de vous expliquer sur l'appel à l'aide américain pour finalement pouvoir dire ils nous ont pas aidés, on peut sortir de l'Ukraine avec le truc du pétrole, lever des sanctions sur le pétrole russe plus la main tendue à la Russie, ben c'est le même genre d'intelligence qu'il y a à l'intérieur du mouvement MAGA avec la stratégie des doubles discours où est-ce que tu peux genre garder Israël comme un ami, comme un allié, parce que si tu retires tes troupes de la région sans avoir de stratagème et d'avoir bien pensé tes trucs, c'est une trahison à Israël. Fait que tu veux comme bien faire ça. Donc, tu stabilises la région, mais tu veux plus qu'Israël contrôle ta politique, puis t'amène toujours dans des guerres, puis qu'elle, finalement, te fasse chanter, puis c'est comme genre, tu nous as abandonnés, puis... Et donc, tu veux comme prendre tes distances d'Israël, et donc, mais tu peux pas avoir l'air non plus d'un antisémite, et donc, tu veux faire ça comme d'une certaine façon, où est-ce que ta garde rapprochée te critique parce que tu es trop pro-israélien, puis là, tu dis à Israël, tu dis à Netanyahou, tu dis, regarde, je suis coincé, je suis acculé, là, ma base me déteste parce que je suis collé sur Israël, parce que je fais ce que vous voulez. Je ne peux pas aller trop loin.
je peux pas. J'ai des pressions politiques de mon propre parti. Et donc, c'est une stratégie de communication extrêmement bien articulée, encore une fois, comme la stratégie de communication des doubles discours. Vous voyez, comme, tu sais, il y a des négociations avec l'Iran. Non, il n'y a pas de négociation. Même chose qu'avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Le sommet est annulé, non, il n'est pas annulé. Oui, fausse chicane. Même chose avec c'est une fausse chicane avec Kim Jong-un. C'est une fausse chicane. Double stratégie. On l'a expliqué dans les anciens web journaux. Retrait des troupes, agenda America First, tu retires les troupes, mais la région est stabilisée pour Israël et puis il n'y aura finalement pas de grand Israël parce que les frontières auront été cristallisées dans la paix. Et donc, c'est toujours très intelligent. Et ceux qui sont sur un logiciel tapent à l'œil, des unes tapent à l'œil et des erreurs et tout ça, genre... Oh, l'AfD demande à Trump de quitter l'Allemagne, c'est une gifle. Sont toujours à côté de la plaque. OK? Donc, je pense qu'on est rendu à 53 minutes. J'ai comme d'autres... On va y aller juste avec... je voulais mentionner quelque chose. Okay? Je sais que les gens n'aiment pas ça quand je suis... mais il faut que je le fasse quand même. Il y a beaucoup de personnes qui retournent leur veste à intervalles réguliers. Des personnes... et là, souvent, je les critique. Comme Idriss Aberkane, cette semaine, je l'ai critiqué sur X parce qu'il semble avoir fait, encore une fois, depuis 2 semaines, un 180. Exactement comme Amélie Paul, François Améléga et plusieurs personnes, c'est-à-dire... et je me permets de critiquer. Je critique pas tout le monde. Là, on dit, Alexis, tu critiques toujours les personnes qui ne pensent pas comme toi. Mais pas du tout. Je critique pas les personnes qui ne pensent pas comme moi. La plupart du temps, je les ignore. Quand je trouve que ce sont des insignifiants, je les ignore. Les personnes que je critique pas, parce que je donne un exemple comme ça, je pensais à ça tout à l'heure. Par exemple, Lucien Cerise. J'ai beaucoup d'estime pour Lucien Cerise, mais on pense vraiment pas pareil sur Trump, etc. Trump, lui, est plus sur une ligne, je pense que Trump est contrôlé un peu, là, ou sous l'influence d'eux. Moi, je pense pas du tout. Je le critique pas. C'est pas parce qu'il pense pas comme moi que je... Mais ce que je me permets de critiquer, il faut que je fasse la mise au point. Ce que je me permets de critiquer, c'est quand je vois quelqu'un qui, depuis des années, moi, je suis les gens sur X, là, quand tu vois quelqu'un qui, pendant des années, et sur une certaine logique, là, voici, par exemple, un certain nombre de réflexions, et ils font preuve d'une certaine forme d'intelligence, puis sont comme dans un faisceau. Puis là, tout d'un coup, en dedans d'une semaine, font un changement à 180 degrés sur leurs idées. Ils ont aussi une perte de 50%, de 50 points de quotient intellectuel, deviennent hyper premier degré, style mainstream media sur Trump, entre autres. Il y a comme quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose comme quelque chose qui se passe. Et ça a été le cas de Idriss Aberkane, ça a été le cas de François Améléga, ça a été le cas d'Amélie Paul, qui maintenant, qui était comme c'est une inconnue au Québec essentiellement. Là. Et là, elle fait des tweets anti-Trump, et puis, pof, sa carrière explose en Europe, et puis... un changement, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir, je ne vais pas taper là-dessus. Un changement radical. Et là, c'est Idriss Aberkane cette semaine, il y a 2 semaines, là, qui a fait un... Le gars nous a habitués à pas mal de nuances, et puis tout d'un coup, c'est comme... Ça chute de quotient intellectuel de 50 points, puis premier degré, ne voit plus aucun lien. Ça sert à quoi d'avoir 3 PhD avec le genre de poncif auquel il nous habitue là, ces temps-ci. Et c'est comme si... C'est ça, c'est comme si tu reviens à la maison, tu vois, après une journée de travail, puis là, ton conjoint, ta conjointe, là, tout d'un coup, il ouvre la porte, là, c'est comme « Bonjour, chérie ». Là, tu te rends compte qu'elle a comme... Tu peux te rendre compte quand quelqu'un a changé, tu sais. C'est ça, et c'est là que, généralement, j'interviens. Quand je vois ce genre de transformation radicale, c'est là que j'interviens. Même chose avec Asselineau qui nous a habitués à des propos intelligents. Quand tu vois le genre de bêtises qu'il sort sur Trump, comment c'est ça que tu as perdu la moitié de tes capacités intellectuelles tout d'un coup, là? Puis là, tu te dis, genre, ils sont peut-être tenus d'une façon ou d'une autre, là, genre, des accusations qu'on laisse tomber. Je veux pas pointer du doigt, genre, des agressions sexuelles, puis là, tout d'un coup, OK, en échange on laisse tomber les accusations, tu commences à taper sur Trump. Comme François Améléga, genre, lui, il doit 100 000 $ de tickets depuis 5 ans, jamais payé.
Asselineau aussi avait des histoires d'agression sexuelle. Elle, Amélie Paul, c'était pratique illégale de la médecine ayant causé la mort. Tout ça, c'est tombé, mais ils ont comme... en tout cas, je ne vais pas rentrer là. J'ai dit, on ne sait pas, là, on ne sait pas que c'est... Mais tu sais, c'est juste, tu te poses la question éventuellement. Et là, on tombe sur des clips comme, je ne me rappelle plus le nom de ce bonhomme-là, c'est un ancien agent de la CIA qui explique comment on retourne des influenceurs. Et on doit être conscient de ça. On doit être conscient de ça dans ce qu'on pourrait appeler la dissidence, parce que les gens disent toujours, on est du même côté, etc. Vous ne comprenez pas comment fonctionne l'infiltration. Trump utilise des stratégies d'infiltration. JFK en a parlé, notamment de l'infiltration des institutions américaines. Quand on parle d'infiltration des institutions américaines, comme l'infiltration du FBI, l'infiltration de la CIA, l'infiltration de tu sais, c'est quoi, les personnes qui, vous allez dire, non, on est tous du même côté. Non, ça s'appelle l'infiltration. Puis c'est le pain et le beurre des services de renseignement, c'est justement ça. Comme le disait, comment il s'appelle le gars, là, j'avais montré son clip, là. Il disait, c'est le mode par défaut des démocraties, le complot. Je ne me rappelle plus, c'est quoi son nom, tu sais, il y a à peu près un mois, là. C'est du trotskisme, c'est comme ça. Il y a deux façons. Le mouvement insurrectionnel mondial, il y avait deux façons d'opérer. Il y avait le stalinisme, qui était comme l'approche extérieure, le fait de conquérir par les armes, avec l'invasion des tanks, etc., comme aller en Afghanistan et tout, puis ou comme l'expansion du communisme en Asie, où il y a le trotskisme qui est l'infiltration. Et le gars nous explique dans un clip que les soldats traductrices ont traduit, comment tu retournes des influenceurs. Rappelez-vous comment aussi on payait 7 000 $ des influenceurs pour qu'ils changent leur veste de côté pour attaquer RFK Junior. Ça existe. Arrêtez de dire, Alexis, on est tous du même côté. Il faut avoir cette espèce de petite lumière. Je ne dis pas que qu'ils sont tous là-dedans, là. Mais il faut avoir cette intelligence-là. Et j'espère que si un jour, ça se passe avec moi, Radio-Québec, que j'arrive, là, puis d'un coup, il y a un 180 degrés sur mes positions et une baisse de 50 points de QI dans les web journaux de Radio-Québec, bien que vous n'allez pas être genre, n'attaquez pas Alexis ou nous sommes tous du même côté. Chris, si j'ai les yeux comme ça, là, je commence à faire le web journal, puis c'est comme plus du tout Alexis. J'espère que vous allez vous en rendre compte que j'ai été acheté, que j'ai été compromis, etc. Vous n'allez pas me faire un passe-droit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est de l'éducation, justement, pour ça. C'est comme carrément un antidote. Je vous montre en tout cas le clip. Écoutez bien, parce que c'est important. Ça touche la cohésion, notre façon de penser. Si c'est du piratage. Si tu penses qu'une personne est de ton côté, il peut te rentrer des trucs beaucoup plus facilement dans la tête. Et c'est pour ça qu'il faut être alerte. Je vous montre le clip. Donc, lorsque je dis que quelqu'un est un agent, ou quel que soit le terme que l'on souhaite employer, il ne s'agit pas d'une personne qui, pendant son temps libre, se promène en sortant sa carte secrète de la CIA pour entrer dans un bâtiment officiel. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Même si l'on remonte à l'époque du projet Mockingbird, il s'agit simplement de recevoir de temps en temps quelques éléments de langage dans une lettre. Rien de spectaculaire. On vous dit simplement « Évitez d'inviter cette personne dans votre émission » ou « Ce sujet-là, vous ne l'abordez pas » ou encore « Si quelqu'un en parle, vous le coupez au montage ». Ce sont des choses très simples, des consignes basiques. Et la manière dont une personne, disons une jeune personne de la génération Z, pourrait être Écoutez ça, là, écoutez ça. Donc, là, il parle ici comment on retourne un influenceur de la génération Z. Comment la CIA retourne un influenceur de la génération Z. Être recruté pourrait se dérouler ainsi. Prenons votre exemple. Quelqu'un vous aborde dans un restaurant, un bar, peu importe, et vous dit « J'adore votre podcast, vraiment ». Puis, au bout d'un moment, « Mais j'ai une question sérieuse à vous poser. Êtes-vous patriote? Vous considérez-vous comme patriote ?» À cet instant, on vous ancre dans une identité. Vous voyez? Ensuite, on enchaîne. J'ai une proposition à vous faire. Mais avant de vous montrer quoi que ce soit, dites-moi simplement oui ou non. Seriez-vous prêt à l'envisager, à regarder ce que j'ai à vous proposer? Cela pourrait être inconfortable. Seriez-vous prêt à le voir? Vous répondez oui. Première étape, on vous montre tout. Votre historique de navigation, des captures issues de vos webcams, sur votre téléphone comme sur votre ordinateur, dans les situations les plus compromettantes imaginables. Tout ce que vous avez pu faire de pire, enregistré d'une manière ou d'une autre. Et là, on vous dit « J'aime votre podcast, vous faites un excellent travail.
J'ai envie de vous protéger. Je veux que tout cela reste hors de la vue du public. Et en plus, nous sommes prêts à vous verser 20 000 $ par mois. À partir de là, vous avez l'impression que c'est vous qui avez choisi. Vous repartez sans vous dire que l'on vous a forcé la main. On vous avait prévenu que ce serait difficile et vous avez accepté. Vous avez affirmé être patriote. Vous avez validé chaque étape. Et désormais, si vous acceptez, vous vous dites que si vous modifiez votre podcast, c'est pour votre pays. Vous n'allez pas vous considérer comme compromis. Il existe ce mécanisme appelé dissonance cognitive qui empêche notre esprit de se percevoir comme une mauvaise personne. Ainsi. Vous voyez comment c'est facile de retourner un influenceur? Tu sais, juste, il y a différentes façons de le faire. Je ne veux pas aller dans le détail. Je me suis épanché un peu sur Idriss Aberkane sur Twitter. Je ne vais pas retourner ici. Mais que ce soit qu'il y ait juste eu des doutes ou non, on doit avoir ce réflexe-là d'être, et même, là, parlons de Q, il nous a averti là-dedans qu'il y a des personnes qui allaient détourner le mouvement, qui allaient essayer de nous rentrer. C'est une guerre cognitive. C'est cognitive warfare. Et c'est comme ça, c'est la meilleure façon de rentrer une idée dans la tête de quelqu'un, c'est si c'est une personne, si son mécanisme de défense n'a pas été activé. C'est-à-dire si c'est une personne autour d'elle qui lui dit une chose. Si c'est ta conjointe qui dit quelque chose, ça rentre beaucoup. Mais des fois, non, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est un allié, les choses, on absorbe les choses beaucoup plus facilement, on a beaucoup moins de résistance si c'est un allié qui nous les souffle plutôt que si c'est un ennemi. D'où l'intérêt de retourner des personnes dans notre camp pour commencer à faire passer des messages ou à être complètement aveugle sur certaines choses. Et là c'est ça. C'est comme dans les films comme Invasion of the Body Snatchers, là. Si vous voyez que tout d'un coup, il y a un changement de comportement, posez-vous des questions, puis commencez. C'est juste ça. C'est juste ça que j'avais à dire. Je sais que les gens ne sont pas contents quand on fait de la division, mais c'est important d'avoir cette connaissance-là. Et donc, la question, c'est pas de critiquer n'importe qui pense pas comme nous, mais de voir des patterns, c'est-à-dire un changement radical de comportement, une préoccupation avec un nouveau sujet accompagné d'une baisse de 50 points de quotient intellectuel. De tout d'un coup, on était comme un penseur articulé avec des nuances, puis là, 0 nuance, premier degré sur un sujet X, etc. Voilà. Donc, on va terminer avec ça ici, Varia. Je ne veux pas revenir sur le sujet, puis je ne vais pas taper là-dessus, mais je pense que c'est important que mon public soit informé, de sorte que si je vous reviens avec les yeux comme ça, là, Alexis Cossette, bonjour, bienvenue dans le Web Journal du Québec, que vous soyez capable de m'identifier. Dans les bonnes nouvelles, il y a ici, tu vois, la CIA accusée d'empoisonner le ciel avec des toxines. Des documents révèlent qu'un programme secret de contrôle climatique, ça c'était il y a 2 semaines, j'ai failli en parler, mais c'est jamais arrivé. Donc, RFK Junior, oui, toujours lui, affirme que les États-Unis sont à l'origine. RFK Junior affirme que les États-Unis sont à l'origine d'un programme sinistre autrefois qualifié de théorie du complot et promet d'y mettre fin. Ça, c'était le 17 mars 2026. Vous voyez, on nomme les choses, les chemtrails. Il avait promis ici d'y mettre fin. Ça, c'était en 2025, je pense. We are going to stop this crime. JFK Jr. floats the chemtrail ban idea, un ban sur les chemtrails, dividing public opinion across the country. Et donc, les choses avancent là-dessus. Vous voyez, est-ce que ça serait possible si c'était quelqu'un de l'État profond? Non. Tout ce qu'il a fait sur les vaccins, sur les médicaments, est-ce que ça serait possible si c'était quelqu'un de malhonnête? Non. Et aussi, CIO rétablit les tests génétiques de féminité pour participer aux Jeux olympiques. De sorte que, vous voyez ici, Trump qui republie une photo d'Iman Khalif qui ne participera pas aux Jeux olympiques de Los Angeles parce qu'elle ne voudra pas prendre un test génétique, parce qu'elle ne sera pas considérée comme une femme, parce qu'elle n'est pas une femme, malgré toutes les menaces de mort que j'ai reçues il y a 2 ans. J'ai reçu des vraies menaces de mort, là, genre, avec des Algériens qui me montraient, là, on t'occupe plus de pute. Allez, qu'est-ce que vous dites maintenant, là? Et aussi ça ici, donc, l'UE, et on l'a tenu bon, hein, contrairement à Idriss qui disait que c'était une femme, là, je me demande qu'est-ce qu'il pense. Et Salim Laibi, un des plus grands adorateurs de Donald Trump.
l'UE s'oriente vers la création de centres de retour à l'étranger pour les migrants. Et donc, l'UE a plié d'une certaine façon. L'UE a plié, et là, il y a comme des hubs de remigration. Pouvez-vous imaginer, ça, c'est comme des hubs de remigration qui sont mis en place par l'Europe. Les choses changent tranquillement. Des fois, ça ne paraît pas parce qu'on est comme dans l'effet nocebo. Mais si vous regardez, là, sous la surface, l'eau est agitée en surface, mais il y a un courant de fond qui va vers des bonnes nouvelles et une stabilisation, un renversement des politiques mondialistes un peu partout dans le monde. Il y a aussi ça ici. Je n'ai pas complètement... j'ai pas complété la tablette, là, mais c'est la banque Edmond de Rothschild perquisitionnée vendredi à Paris. Le cadre de l'affaire Epstein. La banque Edmond de Rothschild a été perquisitionnée vendredi dans une enquête financière liée au dossier Epstein, visant notamment l'un des anciens salariés, diplomate français, Fabrice Aidant, etc., etc. Donc, c'est ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je pense qu'on avait autre chose, mais si j'avais un conseil pour les gens, c'est toujours de faire le pari de l'intelligence dans l'interprétation de la politique intérieure et extérieure de Donald Trump. C'est ça qui est le plus payant. Et quand on pense qu'il s'est trompé, ou qu'il s'est complètement fourvoyé sur un dossier, généralement, on le regrette, on l'affirme haut et fort et on doit rétro-pédaler. Et ceux qui rétro-pédalent, ceux qui font des affirmations, là, c'est la Troisième Guerre mondiale, etc. Là rappelez-vous, la semaine dernière, on a montré une couple de clips de gens qui disaient que c'est la Troisième Guerre mondiale. Là, ils sont obligés de rétro-pédaler. Mais ils peuvent pas. Le truc, c'est que ces gens-là ne rétro-pédalent pas, finalement. Ils ne font jamais de mea culpa. Ils sautent sur la prochaine controverse, la prochaine nouvelle, et ils lancent des nouvelles comme ça. C'est comme une après l'autre pour qu'on perde le compte. Et là, on est pris dans le truc, on répond à chacun de leurs trucs, c'est une controverse après l'autre, mais on oublie toujours qu'ils ont tort sur le fond. Et contrairement à Radio-Québec, où est-ce que nous, c'est le contraire, pour la vaste majorité de nos analyses, 95, je sais pas, 80% seulement, mettons. Là. On peut regarder, contrairement à tout le monde, où est-ce que en fait, étant donné qu'on prend Radio-Québec, c'est l'inverse de tout le monde. Fait que si on a raison à 90%, les autres ont raison seulement à 10%. C'est quand même pas mal. Si on a tort 10% du temps ou 5% du temps, étant donné que les autres disent exactement le contraire de nous pour beaucoup, ils ont raison à seulement 3%. Nous autres, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, allons, laissons ça comme ça. Là. Allons-y. On parlera d'Albert Pike une autre fois. On va remercier ceux qui font des contributions à Radio-Québec, au Web Journal de Radio-Québec. On est une petite PME. On se fait attaquer, là, encore une fois, là, des gens jaloux s'attaquent à notre source de financement, mais on n'est pas différent de toutes les autres organisations médiatiques. Par exemple, comme Radio Pirate, ici, avec Jeff Fillion au Québec, vous voyez, c'est comme 12,99 par mois. Hein, ou Radio Pirate annuel, 140 $, etc. Eux autres ont un paywall, ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire tu dois être membre et payer pour accéder au contenu. Même chose avec Rebel News. Eux autres, c'est 8 ou 22 $, dépendant du forfait que tu choisis par mois. Donc, ça peut monter jusqu'à 300 $ par année. Et encore une fois, c'est un paywall, c'est-à-dire qu'il faut payer pour accéder au contenu. Nous, à Radio-Québec, on a décidé de ne pas mettre on est une organisation, on n'est pas une organisation sans but lucratif, là, on est une organisation médiatique comme Rebel News et comme Radio Pirate, et on a décidé on a pris le chemin éthique et on a décidé de ne pas mettre de paywall, de sorte que notre contenu, pour faire en sorte que notre contenu soit accessible au plus grand nombre. Si on mettait un paywall, ce qu'on appelle un mur là, pour un mur de souscription, on aurait probablement 10 fois moins de vues. Nos analyses seraient... Moi, je ne paye pas pour Radio Pirate, je ne paye pas pour Rebel News, et donc, je n'ai pas accès à leur contenu. Et donc, les gens, c'est ça. On aurait, au lieu d'avoir des 300, 400, 500 000 vues sur certaines de nos vidéos depuis le début de la guerre en Iran,
On aurait peut-être 40, 50 000 vues. Ça serait quand même beaucoup, mais ça serait, on serait riche. On serait riche. 50 000 personnes ou je sais pas, comme 20 000 personnes qui payent comme 10 15 par mois, ça serait, ouais, on serait millionnaire très rapidement. On a décidé de ne pas faire ça. On a décidé de laisser ça entièrement. Nous, il n'y a pas de paywall à Radio-Québec. L'information est gratuite pour tout le monde et il y a des gens qui décident de contribuer parce qu'ils veulent que l'information circule, ils veulent nous maintenir et ça, imaginez, ils font ça de façon anonyme et pas juste ça, c'est qu'il y a des gens qui donnent pas juste 10 par mois, il y a des gens qui donnent des fois 50, 100 ou, pas par mois, là, mais comme des fois des 200 et donc, ils rendent ça gratuit pour comme une quinzaine de personnes, qui ne payent pas et puis évidemment, on n'arrive pas au... Tout ça pour dire qu'on a choisi la voie éthique. On se fait critiquer sur notre financement alors qu'on pourrait être fucking millionnaire. On a choisi la voie éthique de donner ça gratuitement. Je me fâche pas après vous. Au contraire, c'est juste, j'en viens juste pas qu'on se fasse, tu sais. Donc, si vous voulez, encore une fois, le truc, c'est qu'on doit solliciter ça. Tu sais, eux autres, ceux qui mettent des paywalls n'ont pas à demander à chaque fois. Nous, on doit juste relancer l'appel à chaque fois s'il y a différentes façons de nous aider. Il y a pas comme par la poste à cette adresse, il y a comme virement Interac. Vous savez que c'est de l'info comme nulle part ailleurs. Et tu sais, c'est pas des entrevues qu'on fait là, à Radio-Québec. C'est pas on reçoit tel invité et puis là, on disserte, etc. C'est pas ça du tout. C'est de l'analyse intelligente. C'est du très bon contenu, je pense. Et donc, il y a différentes façons de nous aider, là, Interac et PayPal et Bitcoin, etc., ou par carte. Voilà. On va finir avec ça ici. L'action étant donné qu'on parle de finances, l'action de Donald J. Trump, l'action de la compagnie Trump est à son plus bas, est à 8,46 US l'action. C'est un plancher bas historique. Et là, je le fais rarement, mais ceux qui ont les moyens de le faire, je vous conseille réellement d'acheter de ces actions-là parce que présentement, elle est basse parce qu'on est dans la guerre en Iran. Right? La guerre, entre guillemets, à l'Iran, et puis il y a les prix du pétrole, l'incertitude économique, etc. Mais on sait que Trump veut régler ça rapidement. On sait qu'il va y avoir un changement du directeur de la Réserve fédérale au mois de mai et que Trump exige une baisse des taux d'intérêt. C'est lui qui nomme le prochain, là. Il va vouloir baisser les taux d'intérêt. Qu'est-ce que la baisse des taux d'intérêt va produire? Elle va produire un flux d'investissement. C'est ça qui se passe quand tu baisses les taux d'intérêt. L'argent rentre dans la bourse, ce qui va faire monter le cours des actions. C'est automatique que c'est ça, là. Je veux dire, lancez-moi pas des tomates, là, mais je vous donne mon analyse. C'est-à-dire... Trump se plaint depuis des années de ce surtout depuis qu'il est revenu, là, le deuxième mandat de ce directeur de la Fed, Powell. Il dit il garde les taux, too late Powell, garde les taux d'intérêt super élevés de sorte que l'argent ne va pas dans la bourse, etc. Et là, il va nommer quelqu'un qui va baisser les taux d'intérêt, l'argent va rentrer dans la bourse. Pourquoi Trump veut que l'argent rentre dans la bourse? Eh bien, parce qu'on s'en va aux midterms. Et donc, avant les midterms, tu veux régler toutes les questions de conflit, etc. Avant les midterms, tu veux comme un boost économique, c'est ça, hein? Tu veux montrer que, regarde, j'ai fait la paix puis l'économie est au maximum. C'est sa dernière élection, là. À moins qu'il fasse un troisième mandat. C'est sa dernière élection. Et donc, il veut que l'économie tourne à plein régime. De quoi tu as besoin pour une économie qui tourne à plein régime? Mais tu as besoin, d'un contexte international apaisé. Après ça, qui va rassurer les investisseurs. Et tu baisses les taux d'intérêt, etc., etc. Et donc, c'est ça. Si vous avez un compte de courtage direct, vous pouvez soit demander à votre conseiller financier de remplir votre portefeuille de ce genre d'action-là. Le sigle, c'est DJT. DGT. Et, ou bien vous ouvrir un compte de courtage direct et chercher la notice DGT. Vous allez voir, c'est autour de 8 l'action et en acheter le plus possible. On va s'en reparler en septembre. Là, elle est à 8. On va faire un petit topo en septembre, voir elle est à combien. Il n'y a pas juste ça. Il y a le fait que la compagnie Trump DJT va entrer en fusion
il y a un merger là, avec une compagnie de réacteurs à fusion, le TAE, qui est la seule compagnie aux États-Unis qui a un prototype de fusion à froid, de réacteurs, de moteurs de fusion à froid. Et pourquoi la compagnie de Trump investit dans cette compagnie-là? Il y a cette fusion-là avec la compagnie TAE sur le moteur à fusion à froid. Eh bien, imaginez les besoins infinis en énergie liés à l'intelligence artificielle dans l'économie du futur. Tu peux pas juste tu peux pas utiliser le pétrole pour ça, tu peux pas utiliser même les centrales nucléaires, c'est comme tu peux. Et donc, ils vont avoir besoin de ce genre de réacteur-là. Et c'est comme la fusion va avoir lieu en mai-juin, là. Et c'est comme investir dans Standard Oil aux États-Unis au début du 20e siècle, avant le boom pétrolier et tout ça, là. C'est comme ça que je vois ça. Et donc, je vous fais part de ça. Vous me reprocherez pas d'avoir gardé ça caché. Et donc, mais c'est ça. Si vous avez la possibilité, soutenez Radio-Québec. Et puis, pour le reste, il y a DJT. Voilà. On regardera en septembre où est-ce que c'est rendu. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? Il y a des applications qui font ça, notamment Wealth Simple. Si tu regardes Wealth Simple sur l'App Store, je pense que tu peux trouver ça. Il y en a d'autres, des applications. Donc, soit un courtier, si vous demandez à votre courtier, soit vous ouvrir un compte de courtage direct ou des applications comme Wealth Simple, etc. C'est un délit d'initié, exactement. C'est un délit d'initié. Tu sais, mais si j'avais, avec ma façon de comprendre Trump, là, si j'avais décidé de non pas faire des web journaux, mais d'être un spéculateur financier, je serais probablement genre dans les Bahamas présentement à siroter des Bloody Mary sans alcool, les pieds dans le sable. Parce qu'on est capable de prévoir les trucs, genre, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, etc. Il va faire ça. Si j'avais, au lieu d'être un informateur, si j'avais été un spéculateur, j'aurais déjà pris ma retraite. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Reconfiguration géopolitique majeure. Comment tu opères une reconfiguration géopolitique majeure, exactement de la façon dont ils ont opéré avec le retrait des engagements, puis comment tu fais pour se recentrer sur l'économie américaine, comment tu opères le retrait des engagements, bien avec des justifications comme ils ont fait, comme on l'a expliqué. Voilà. Bloody Mary sans alcool, ça s'appelle du jus de tomate. Ouais, c'est ça. Mais je ne bois pas d'alcool, fait que c'est ça. Allez, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. OK? Questrade aussi. On se donne rendez-vous la semaine. Ça va mieux, oui. Ma santé va mieux. Je suis un peu moins... je suis plus sous les antidouleurs. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine, pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci, la gang. Ciao. Yeah, you know, sometimes you look at the polling data and there Attendez un instant, là. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne comprends pas le truc de Mohamed Ben Salman. » Comment ça se fait que je l'avais à quelque part? Comment ça se fait que Trump insulte Mohamed Ben Salman? Ouais, il a dit deux choses dans le discours. Je l'ai ici. Il a dit qu'il voulait... Non, il a dit deux choses dans son discours. Il a dit il remercie l'Arabie Saoudite pour son aide contre l'Iran. Puis après ça, il a dit, je l'ai à quelque part, retrait de l'OTAN peut-être? Non. Il a dit genre que Ben Salman pouvait lui cirer les chaussures, can kiss his ass, m'embrasser les fesses et puis cirer mes chaussures, etc. Évidemment, ça va créer de l'indignation. Et qu'est-ce que ça peut produire? Ça peut produire le fait que des personnes en Arabie Saoudite demandent le départ des Américains du sol d'Arabie Saoudite. Pensez encore une fois, c'est comme l'AfD qui veut que les États-Unis quittent l'Allemagne. Là, ça va être les gens en Arabie Saoudite qui vont commencer à dire « Ouais, ça serait bien qu'ils décalissent les Américains. » C'est comme ça. Mais il n'y a pas de chicane fondamentale entre Mohamed Ben Salman et ça. On doit toujours penser comme stratégie de communication politique. Voilà. Il y a aussi Trump qui disait, j'ai fait traduire la vidéo, je ne l'ai pas passée, mais Trump qui dit qu'il voulait qu'on se rappelle de lui comme d'un peacemaker, comme quelqu'un qui a fait la paix. What do you want your legacy to be? Well, I'll tell you what,
They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. Okay? Alors, comment peut-il réconcilier ça? Comment peut-il réconcilier le fait de vouloir qu'on se rappelle de lui comme un faiseur de paix, un pacificateur? Et c'est comme, malgré les apparences où est-ce qu'il bombarde, c'est comme ce que je vous ai dit, c'est convenu d'avance avec l'Iran. Il n'y a pas de beef essentiellement. À chaque fois qu'il fait des opérations comme au Venezuela, en Iran, etc., c'est convenu d'avance. Et souvent, par exemple, juste la réflexion, je veux terminer là-dessus, là. Si dans une région, tu as comme des gens qui ne veulent pas la paix, point, là, qui veulent se battre pour encore 5 générations avec leurs enfants et tout, puis genre tout faire sauter, puis ils sont prêts à mourir, puis c'est comme, si les gens ne veulent pas la paix, à un moment donné, tu dois comme utiliser la force pour imposer la paix. Il y a comme je sais que c'est assez paradoxal, mais si quelqu'un veut pas la paix, puis toi tu veux la paix, des fois il faut comme... faut utiliser la force pour imposer la paix. Puis là, c'est ce qui va se passer avec les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham vont être signés, il va y avoir un État palestinien, on va arriver à la paix, mais il y a un passage difficile obligé d'ici là. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.